Voilà la loi de notre civilisation. L'incalculable y est calculé comme une équivalence généralisée. Cela veut dire aussi bien l'incalculable y est le calcul lui-même, celui de l'argent, et en même temps, par une profonde solidarité, celui des fins et des moyens, celui des fins sans fin, celui des producteurs et des produits, celui des techniques et des profits, celui des profits et des créations, et ainsi de suite. Tout récemment, le président sortant de la Banque centrale européenne déclarait « Le secteur financier doit changer ses valeurs ». Cette déclaration, qui a déjà été faite de 100 autres manières depuis le début des grandes secousses financières, prend sous cette forme une allure de violente ironie. Les agents de l'interconnexion financière mondiale n'ont d'autre valeur que l'équivalence pure. Changer de valeur les mettrait au chômage. Mais en appeler à un tel changement révèle un refus de considérer cette simple vérité doublée d'une croyance naïve dans la possibilité d'un maniement vertueux de l'équivalence générale. Mais nous sommes désormais au-delà du sens que Marx donnait à sa formule. Pour lui, l'équivalence de l'argent pouvait être démystifiée en faveur de la réalité vivante d'une production dont la vérité sociale est, pour lui, la création de l'humanité véritable. Telle était pour lui la prestation historique du capitalisme menant à son propre dépassement. Nous sommes aujourd'hui dans un autre dépassement, dont Fukushima est un signe majeur. Un autre dépassement qui est celui de la dissipation de toute visée d'une humanité véritable. La possibilité de représenter un homme total, désaliéné, émancipé de toute suggestion naturelle, économique et idéologique, s'est évanoui dans le progrès lui-même de l'équivalence générale, devenant équivalence et interconnexion de toutes les finalités et de toutes les possibilités. Nous sommes désormais 7 milliards d'êtres humains et des millions de milliards d'autres vivants pris dans une interdépendance où s'effacent les démarcations entre nature et technique. Je dirais comme s'est effacé sur le rivage du Japon la différence entre la mer et la terre, puis la différence entre une enceinte nucléaire protégée et un paysage et une population livrée à la pollution atomique, où s'effacent donc les démarcations entre les différentes techniques, entre leurs fins et leurs moyens, entre nos existences comme fin en soi et nos vies sociales comme moyens de fin indéfiniment équivalentes, richesse, santé, productivité, connaissance, autorité, imagination, toutes enrôlées dans la même logique dont le principe général semble être celui d'une conversion de la quantité en qualité. Les grands nombres font la loi, qu'ils soient grand nombre d'argent, de population, de vitesse, de puissance, de circulation, d'information, etc. De toutes les manières, et dans l'interconnexion de tous ces registres, la qualité, c'est-à-dire la valeur, ou bien le sens, se disperse dans la corrélation interactive de tous les grands nombres. Ce que, depuis bientôt 2 siècles, on a nommé
nihilisme, est le revers exact de ce que nous avions confié à l'espérance de la technique comme maîtrise d'un destin. La communication devient contamination, la transmission devient contagion. C'est en cela que Fukushima est exemplaire. Un séisme et le tsunami qu'il engendre deviennent une catastrophe technique qui devient elle-même séisme social, économique, politique et enfin philosophique. Voilà pourquoi nous sommes là. Et en même temps que cette série s'entrecroise ou s'enlace avec les séries des catastrophes financières, de leurs effets sur l'Europe en particulier, et des contre-coups de ces effets sur l'ensemble des rapports mondiaux. Il n'y a plus de catastrophe naturelle. Il n'y a qu'une catastrophe civilisationnelle qui se propage à toute occasion. On peut le montrer à propos de chaque catastrophe dite naturelle, tremblement de terre, inondation ou éruption volcanique, pour ne rien dire des bouleversements produits dans la nature par nos techniques. Nous avons de fait transformé la nature et nous ne pouvons plus parler d'elle, de la nature. Nous devons arriver à penser une totalité dans laquelle ne vaut plus la distinction entre nature et technique, et dans laquelle en même temps ne vaut plus un rapport de ce monde à un quelconque autre monde. Cette condition faite à notre pensée, à notre vie, dépasse de beaucoup ce qu'on nomme parfois une crise de civilisation. Ce n'est pas une crise dont nous pourrions guérir avec les moyens de la même civilisation. Cette condition dépasse aussi ce qui est parfois appelé comme un changement de civilisation, car on ne décide pas d'un tel changement. On ne peut pas le viser, puisqu'on ne peut pas dessiner le but à atteindre. Notre pensée ne doit plus être de crise ni de projet. Or, nous ne connaissons pas d'autres modes, pas d'autres modèles pour une pensée du mieux. Depuis que nous avons voulu un mieux, depuis que nous avons voulu changer et améliorer le monde et l'homme, nous n'avons pensé qu'en termes de régénération ou de nouvelle génération. Refaire ou faire un monde et un homme meilleur. Cela, sans doute, a commencé avec la grande configuration historique marquée par, à peu près dans les mêmes temps, le bouddhisme, le confucianisme, l'hellénisme et le monothéisme occidental. C'est-à-dire aussi la configuration marquée par la fin des relations proprement sacrificielles ou auto-sacrificielles des hommes avec un monde des dieux. Le divin, s'il n'a pas toujours ni partout disparu, a profondément changé de sens. Il est aussi passé en Occident dans la divinisation de l'homme, nommé athéisme. Mais cette divinisation a cédé la place à son tour, car l'humanisme a été incapable de penser la grandeur essentielle de l'homme. C'est une citation de Heidegger. Ni de penser celle de la nature, ni celle du monde, ni pour finir celle de l'exister en général. La divinisation de l'homme a cédé la place à une interconnexion, à une sorte d'environnementalisme généralisé dans lequel tout s'environne, tout s'enveloppe et se développe
selon la réticulation de ce qu'on a pu nommer un inconscient technologique.